Janvier 1318. L'aube se pose lentement sur les plaines calcaires du Thomond. Une brume pâle s'accroche aux terres basses, adoucissant les contours des murets de pierre et des ruisseaux peu profonds. L'air est froid, lourd de l'humidité de l'herbe et de la fumée de tourbe qui dérive depuis des foyers lointains. À l'est, le terrain s'élève doucement vers Dizer Odéoa, où une petite église romane se dresse seule, sa pierre usée assombrie par des siècles de vent et de pluie. Le seul bruit est celui du mouvement feutré d'hommes avançant sur un sol qu'ils connaissent mal, ferrures grinçantes, côtes de mailles qui se frottent, chevaux qui déplacent leur poids dans le brouillard. Ce sont des soldats normands, cuirassés et montés, vétérans de la conquête. Ils ont déjà pénétré ces campagnes, confiants dans le système qui les a portés à travers l'Irlande depuis plus d'un siècle. Devant eux s'étendent des fermes irlandaises éparses et des champs ouverts, des terres qu'ils croient déjà soumises par la loi féodale. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les yeux qui les observent depuis les hauteurs. Et ils ne reconnaissent pas le silence comme un avertissement. À midi, le sang s'infiltrera dans ce sol. À la nuit tombée, l'équilibre du pouvoir dans l'ouest de l'Irlande aura été irréversiblement modifié. Et l'affrontement qui commence ici, sur une terre que les Normands croient contrôler, révélera les limites de la conquête lorsqu'une armée confond la possession avec la compréhension. Depuis plus d'un siècle avant ce matin-là, l'issue de 10 heures d'assemblée presque écrite d'avance. L'invasion normande de l'Irlande, commencée en 1169, avait suivi un schéma médiéval familier. Une force réduite mais disciplinée de chevaliers lourdement armés, soutenue par une organisation féodale et l'approbation pontificale, débarqua dans un pays politiquement fragmenté. Ce qui suivit ne fut pas une conquête unique, mais une expansion progressive, des châteaux s'élevant là où se trouvaient autrefois des ringues fortes, des chartes remplaçant le droit oral, et des seigneurs étrangers découpant l'Irlande en seigneuries liées à l'Angleterre et à l'Europe continentale. Au début du XIIIe siècle, l'influence normande s'étendait sur une grande partie de l'île. À l'est et au sud, des villes comme Dublin, Waterford et Kilkenny étaient devenues des centres de l'administration et du commerce normand. Des donjons de pierre dominaient les passages fluviaux. Les systèmes manoriaux prélevaient rentes et corvées. Aux yeux des chroniqueurs normands, l'Irlande semblait soumise, sa résistance sporadique et de plus en plus marginale. Cette impression masquait pourtant une vérité essentielle. Le contrôle normand s'affaiblissait à mesure qu'il s'éloignait des bastions côtiers. Nul par cela n'était plus évident que dans l'ouest. La région du Thomond, correspondant à l'actuel comté de Clare et aux terres environnantes, demeurait une zone frontière. Ici, la dynastie des O'Brien et les clans alliés régnaient depuis des générations, gouvernés non par la tenue féodale mais par le droit gaélique, connu sous le nom de loi Brehon. L'autorité y circulait par la parenté, non par les concessions foncières. La guerre privilégiait la mobilité, la connaissance du terrain et des campagnes saisonnières, plutôt que des batailles rangées d'anéantissement. Pour les seigneurs normands habitués à des hiérarchies rigides et à la domination de la cavalerie lourde, ces sociétés paraissaient désorganisées. En réalité, elles étaient adaptables et résilientes. Au cœur de l'ambition normande, en Thomond se trouvait la famille de Clare. Dotée de vastes terres par la couronne anglaise à la fin du XIIIe siècle, elle cherchait à imposer un contrôle permanent sur la région. Des châteaux furent construits, notamment Barathi, conçus à la fois comme des points d'appui militaires et comme des symboles de l'autorité féodale. Depuis ces fortifications, les forces normandes lancèrent des campagnes répétées contre les clans gaéliques, dans le but de briser leur pouvoir et de remplacer les dirigeants indigènes par des tenanciers loyaux. Pourtant, ces efforts rencontraient une résistance constante. Les châteaux étaient attaqués, les lignes de ravitaillement harcelées, et les alliances changeaient de manière imprévisible. Les Normands tenaient des points forts, mais la campagne environnante demeurait contestée. Chaque campagne exigeait des déplacements à travers un terrain hostile, où les combattants locaux pouvaient disparaître dans les bois, les tourbières et les collines. Les victoires étaient rarement décisives. Les pertes étaient difficiles à remplacer si loin des territoires centraux de l'Angleterre. En 1315, la situation était devenue plus instable. Cette année-là marqua l'arrivée d'Édouard Bruce en Irlande, frère de Robert Bruce, roi d'Écosse. L'invasion de Bruce, bien qu'ultimement vouée à l'échec, déclencha un vaste bouleversement. Les seigneurs gaéliques y virent une occasion d'affaiblir l'autorité anglaise. Les ressources normandes furent étirées à l'extrême, des forces étant détournées pour faire face à la menace écossaise. La famine et les maladies aggravèrent encore la situation, frappant occupants et populations locales sans distinction. C'est dans ce climat d'instabilité que les de Clare poursuivirent leur avance. Malgré les revers, ils restaient convaincus qu'un coup décisif porté contre les dirigeants irlandais locaux assurait définitivement le contrôle du Thomond. La logique était féodale et inflexible, éliminer les prétendants rivaux, écraser la résistance et la remplacer par un pouvoir centralisé. En 1318,
Cette mission échut à Richard de Clare, héritier des possessions irlandaises de la famille. Jeune, sûr de lui, à la tête d'une force composée de chevaliers normands et de leurs suivants, il s'avança une fois de plus en territoire au-delà. Ce que de Clare emportait avec lui n'était pas seulement une armée, mais une certitude partagée par beaucoup avant lui, selon laquelle la supériorité de l'armement, de l'organisation et de la lignée triompherait de toute résistance locale. Cette croyance avait façonné la guerre normande pendant des générations. Elle avait fonctionné suffisamment souvent pour prendre l'allure d'une loi de l'histoire. Mais le terrain autour de Dizer-Odea allait mettre cette loi à l'épreuve d'une manière que les Normands n'avaient pas anticipée, préparant le terrain à une confrontation où attente et réalité allaient diverger avec violence. Au début de l'année 1318, la lutte pour le Thomond dépassait le simple cadre d'un conflit régional. Elle opposait deux systèmes de pouvoir incompatibles, chacun forgé par des siècles d'expérience. D'un côté se tenait l'ordre féodal normand hiérarchisé, fondé sur la terre, imposé par les châteaux, la cavalerie et l'autorité écrite. De l'autre, le monde gaélique enraciné dans la parenté, les obligations saisonnières et une conception fluide du territoire, définie autant par la mémoire, la coutume que par des frontières physiques. Dizer-Odea se trouvait précisément sur cette ligne de fracture. Le déclencheur immédiat de l'affrontement fut la résurgence du clan Odea, dirigé par Conor Odea. Allié au roi O'Brien du Thomond, les Odea contrôlaient un terrain stratégique à proximité des principales routes normandes menant à l'intérieur des terres depuis l'estuaire du Shannon. Leurs terres n'étaient pas riches au sens féodal, on n'y trouvait ni grandes villes ni ports lucratifs, mais elles étaient cruciales. Toute armée normande progressant vers l'ouest devait traverser ou longer le territoire Odea. Pendant des années, ce sol avait encaissé la pression d'incursions répétées. La stratégie des de Clare reposait sur la force décisive. Richard de Clare rassembla un contingent monté, soutenu par une infanterie issue des colons normands et de familles alliées. La composition de ces troupes reflétait la doctrine militaire normande, des chevaliers en armure pour briser l'opposition, des troupes plus légères pour sécuriser le terrain, et la conviction que la résistance irlandaise se disperserait. Sous une pression soutenue, les sources contemporaines suggèrent que la force normande comptait plusieurs centaines d'hommes, appuyés par des retenues montées, un effectif modeste selon les standards continentaux, mais redoutable dans le contexte irlandais. Face à eux ne se trouvait pas une armée permanente au sens féodal, mais une coalition de guerriers gaéliques. Les estimations varient, mais les annales irlandaises tardives évoquent une force d'environ 1 millier d'hommes issus des clans locaux. Ils étaient légèrement protégés, équipés principalement de lances, de javelots et d'épées courtes. Beaucoup combattaient à pied. Ce qui leur manquait en protection lourde, ils le compensaient par la vitesse, la cohésion et une connaissance intime du terrain. La plupart avaient grandi sur ces terres. Ils savaient où le sol devenait traître, où les pentes resserraient les mouvements, où la visibilité disparaissait dans la brume basse. Surtout, le commandement irlandais ne cherchait pas une collision frontale selon les règles normandes. Les plaines ouvertes favorisaient la cavalerie. Ils façonnèrent donc l'affrontement en contrôlant le lieu et le moment du contact. L'église de Dizer-Odea, dressée sur un terrain légèrement surélevé, devint un point de référence, non comme une forteresse défensive, mais comme un repère autour duquel s'ancrer. Depuis ce point, le paysage environnant pouvait être exploité pour fragmenter une force en progression. La confiance normande demeurait élevée. Malgré des années de guerre indécise, l'élite féodale conservait une foi profondément ancrée dans la supériorité morale et pratique de son système. L'armure n'était pas seulement une protection, elle était un symbole de statut. Le chevalier monté incarnait l'ordre imposé au chaos. À l'inverse, la guerre irlandaise était souvent perçue comme irrégulière et primitive. Ce mépris influença les décisions tactiques, encourageant la poursuite et l'avancée agressive même sur un terrain mal connu. Le contraste dépassait le champ de bataille. Les chroniqueurs normands présentaient la résistance irlandaise comme une rébellion contre une autorité légitime. Les annales gaéliques décrivaient la même lutte comme la défense d'une terre ancestrale face à une intrusion étrangère. Chaque camp avançait vers l'affrontement avec sa propre conception de la légitimité, mais une seule s'accorderait avec la réalité du sol sous leurs pieds. Lorsque la force de Richard de Clare s'approcha de Dizer-Odea, le décor était donc prêt pour bien plus qu'un simple engagement local. La rencontre allait éprouver la capacité des modèles de guerre importés à survivre dans un paysage qui résistait non seulement à l'occupation, mais aussi à la compréhension. Cette tension entre attente et environnement allait définir le déroulement de la bataille et en déterminer l'issue. La première manière de comprendre la bataille de Dizer-Odea est humaine, à travers l'expérience vécue des hommes qui se tenaient de part et d'autre du champ. Pour les soldats normands, cette campagne s'inscrivait dans un schéma familier. Beaucoup étaient des cadets de familles de colons, liés par l'obligation à leur seigneur, entraînés à combattre en formation privilégiant la discipline et l'impact.
Leur armure, bien que lourde, était une source de réassurance. Les haubers, les casques et les boucliers les avaient déjà protégés. La présence des chevaliers montés offrait une sécurité psychologique, la conviction que toute résistance rencontrée pourrait être balayée ou dispersée. Ils marchaient en s'attendant à une opposition, mais non à l'anéantissement. Pour les guerriers irlandais, l'expérience était fondamentalement différente. Ces hommes n'étaient pas des retenues lointaines, mais des voisins, des parents, unis par la lignée et la mémoire partagée. La défaite ne signifiait pas la perte d'une campagne. Elle annonçait des terres incendiées, des familles brisées et l'effacement de toute autorité. Leur préparation était plus silencieuse. Les armes étaient des outils familiers, portés depuis l'enfance, adaptés à la chasse et à l'escarmouche autant qu'à la guerre. Il n'y avait aucune illusion d'invulnérabilité. La survie dépendait de la cohésion et de la précision, plutôt que de l'endurance ou le poids de l'armure. Le deuxième angle est tactique. La guerre normande reposait largement sur l'élan. La cavalerie lourde, même peu nombreuse, pouvait dominer des adversaires mal organisés en terrain découvert. L'infanterie servait à soutenir, à tenir l'espace conquis, à exploiter les percées. Mais ce système exigeait de l'espace pour manœuvrer. Il nécessitait visibilité, coordination et la certitude que les formations tiendraient. À 10 heures au-delà, ces conditions faisaient défaut. Le terrain était morcelé par des reliefs irréguliers et des zones meubles. Les déplacements se resserraient, les lignes se brouillaient. Les Irlandais évitèrent délibérément l'affrontement frontal, attirant des éléments normands en avant par une retraite apparente. Le troisième angle est psychologique. Les commandants normands interprétaient le repli irlandais comme un signe de faiblesse. Des siècles de campagne leur avaient appris que les forces locales évitaient souvent l'engagement prolongé. Mais cette attente devint une vulnérabilité. La retraite feinte irlandaise n'était pas du désordre, mais une discipline exprimée autrement. Chaque pas en arrière tirait la force normande un peu plus loin de sa cohésion. L'armure, jadis symbole de domination, devint un fardeau à mesure que l'appui se dégradait et que l'élan ralentissait. Un objet simple revient dans les descriptions contemporaines, la lance. Entre les mains irlandaises, elle était légère, équilibrée, adaptable. Lancée ou portée à l'estoc, elle désorganisait les formations et désarçonnait les cavaliers. Contre la maille et la plate, elle ne tuait pas toujours, mais elle blessait les chevaux, brisait le rythme et transformait l'avance en confusion. Ce que les Normands s'attendaient à voir comme un simple outil de harcèlement devint un instrument de délitement. Pris ensemble, ces angles révèlent une collision non seulement de force, mais d'hypothèses, déclenchant une chaîne d'événements qui allait bientôt échapper au contrôle normand. Le quatrième angle est celui du commandement. Richard de Clair incarnait une génération de seigneurs normands élevés dans la conquête plutôt que dans l'invasion initiale. Il héritait non seulement de terre, mais d'une attente, la conviction que l'autorité, une fois accordée, pouvait être imposée par une action décisive. Son style de commandement reflétait cet héritage, avancé, engagé, réprimé. Rien n'indique une hésitation ou une prudence particulière lorsque sa force pénétra en territoire au-delà. Dans une perspective féodale, le retard invitait à la dissidence. La vitesse projetait la force. Pourtant, un commandement fondé sur le précédent peut vaciller lorsque ce précédent cesse de s'appliquer. Face à Richard de Clair se tenait Conaoda, dont l'autorité reposait sur le consensus plutôt que sur l'ordre seul. Le leadership gaélique dépendait de la crédibilité personnelle, de la capacité à protéger les siens et à redistribuer le butin. Les décisions étaient façonnées par une connaissance intime des hommes autant que du terrain. Conaoda n'avait pas besoin de donner des ordres élaborés. Ses combattants comprenaient le plan parce qu'il correspondait à leur manière habituelle de se battre, frapper, se retirer, se reformer, puis frapper à nouveau. Ici, le commandement n'était pas imposé verticalement, mais renforcé horizontalement. Le cinquième angle est culturel. Les forces normandes transportaient avec elles les symboles d'un ordre importé, bannières, héraldiques et la présence matérielle des châteaux comme prolongement de l'identité. Leur légitimité procédait de chartes écrites et d'une autorité extérieure. La conception irlandaise de la légitimité était plus ancienne, enracinée dans la généalogie et dans une relation à la terre transmise par le récit plutôt que par l'arpentage. 10 heures au-delà n'était pas simplement un terrain à contrôler, c'était un paysage vécu, chargé de strates de sens. Cette différence façonnait l'évaluation du risque. Les Normands risquaient un territoire. Les Irlandais risquaient l'effacement. Le sixième angle est moral, bien que non au sens moderne. Pour les chroniqueurs normands, la résistance était une défiance à l'égard d'un pouvoir jugé légitime. La répression était présentée comme le rétablissement de l'ordre. Pour les analystes irlandais, ces mêmes actes constituaient une défense contre la dépossession. Cette asymétrie morale influençait la détermination.
La force normande pouvait se permettre le retrait si les conditions se détérioraient. Pour les Irlandais, se retirer sans résultat décisif ne promettait que la poursuite des incursions. La bataille portait donc des enjeux inégaux. Une fois encore, la lance apparaît, non comme un emblème héroïque, mais comme une constante pratique. Son usage répété reflète un système fondé sur l'économie et l'adaptation. Là où l'épée normande symbolisait la prouesse individuelle, la lance représentait l'action collective. Lancée en volée ou tenue en formation serrée, elle brouillait la frontière entre l'offensive et la défense. À mesure que ces angles convergèrent en ce matin à 10 heures au-delà, les choix de commandement, les présupposés culturels et les habitudes tactiques se resserrèrent en un seul instant de décision. L'affrontement ne pouvait plus être différé. Ce qui suivrait déterminerait si l'autorité normande en Thomond pouvait survivre à une nouvelle campagne ou s'effondrer sous le poids de ses propres attentes. L'affrontement commença sans signal formel. Alors que la force normande avançait sur le terrain irrégulier près de 10 heures de Oa, les Irlandais se replièrent par étapes mesurées, maintenant la distance sans jamais rompre totalement le contact. Du point de vue normand, ce mouvement paraissait familier, une nouvelle force locale refusant de tenir et d'être écrasée. La confiance durcit en élan. Les éléments montés pressèrent en avant, impatients de réduire la distance et d'imposer l'ordre par le choc. Le terrain commença presque immédiatement à jouer contre eux. Les chevaux ralentirent à mesure que le sol s'assouplissait. Les lignes s'étirèrent. L'infanterie resta en arrière de l'avance montée, créant des brèches qui s'élargissaient à chaque pas. La visibilité, déjà limitée par la brume, se transforma en confusion. Les ordres devenaient difficiles à transmettre. L'armure accentuait l'épuisement. Ce qui aurait dû être une poussée unifiée se fragmenta en groupes, isolés avançant à des vitesses différentes. Au moment choisi, les Irlandais se retournèrent. Non pas en une seule ligne, mais par segments. Les lances partirent d'abord, non vers les torses cuirassés, mais vers les chevaux et les membres exposés. Plusieurs montures tombèrent ou se cabrèrent, projetant leurs cavaliers dans la masse des hommes derrière eux. L'élan vers l'avant s'arrêta net. L'infanterie normande, désormais comprimée et désorganisée, peina à se redéployer. La cavalerie lourde conçue pour dominer en terrain ouvert se retrouva contrainte, incapable de manœuvrer efficacement. Les guerriers irlandais refermèrent rapidement l'étau, exploitant la moindre hésitation. Le combat devint rapproché et brutal. Privé d'espace pour charger, l'armure perdit une grande part de son avantage. Un chevalier à terre n'était plus élevé par sa monture et son entraînement. C'était un homme alourdi par le poids, luttant pour se relever sous des coups venus de toutes parts. La lance, utilisée sans relâche, brisa toute tentative de reconstituer une ligne. Richard de Clair demeura près du centre de l'engagement, pressant en avant plutôt que de se replier. Les sources contemporaines suggèrent qu'il sous-estima l'ampleur et la coordination de la force irlandaise jusqu'au moment où toute retraite devint impossible. Ce qui avait commencé comme une poursuite s'était transformé en piège. La force normande n'avançait plus, elle était consumée de la périphérie vers le centre. À mesure que les pertes augmentaient, la cohésion s'effondra. Les Irlandais ne recherchaient pas la gloire individuelle. Ils avançaient collectivement, isolant les groupes, fermant les voies de fuite, poussant les Normands vers les zones où le mouvement était le plus difficile. Le rythme de la bataille bascula de manière décisive. Ce qui devait se résoudre rapidement se prolongea en une destruction soutenue. En milieu de matinée, l'issue ne faisait plus de doute. La seule question restante était l'ampleur de l'effondrement et la possibilité pour le commandement normand de survivre assez longtemps pour sauver quoi que ce soit du champ de bataille. Le moment décisif ne vint pas d'un coup unique, mais de l'échec du commandement. À mesure que la pression s'intensifiait, Richard de Clair tenta de reprendre le contrôle, de rallier ses hommes au cœur d'une confusion croissante. Mais le champ de bataille ne permettait plus de direction centralisée. Les unités étaient coupées les unes des autres, la visibilité réduite à la longueur d'une lance. Les bruits d'impact, le fer frappant le bois, les chevaux hurlant, les hommes tombant, noyaient les ordres criés. Dans cet environnement, un leadership fondé sur la hiérarchie se dissout. À un moment du combat, Richard de Clair fut tué. Les circonstances exactes ne sont pas consignées avec précision, mais les annales irlandaises sont unanimes dans leurs conclusions. Le commandant normand tomba au cœur même de l'affrontement. Sa mort eut des conséquences immédiates. Dans une armée féodale, le seigneur n'était pas seulement le chef militaire, mais le point d'ancrage. Sa présence unifiait l'obligation et le moral. Lorsque cette présence disparut, la structure qui maintenait l'armée soudée s'effondra avec elle. L'effet fut rapide. Privé de commandement, la retraite se transforma en fuite. Les soldats normands tentèrent de se replier vers un terrain plus ouvert, mais la pression irlandaise referma les issues derrière eux. Le terrain qui avait ralenti l'avance devint un piège pour la retraite.
Des cavaliers abandonnèrent leurs chevaux. L'infanterie se dispersa. Certains furent abattus en fuyant, d'autres furent encerclés et tués sur place. La bataille cessa d'être un engagement pour devenir une déroute. Les sources irlandaises soulignent l'ampleur de la victoire. Les annales de Connacht rapportent la mort de Clair et décrivent la destruction de sa force comme totale. Des récits ultérieurs, bien que façonnés par la mémoire et la fierté, s'accordent sur l'essentiel. L'armée normande envoyée en Thomond en 1318 ne revint pas en état de combattre. Les survivants furent peu nombreux, et leur retraite marqua la fin de toute puissance militaire sérieuse et de Clair dans la région. La lance apparaît une fois encore, non plus comme arme de désorganisation initiale, mais comme instrument de finalité. Utilisée sans relâche, elle interdit tout redressement et toute fuite. Elle symbolisait une forme de guerre indifférente à la capture ou à la rançon, centrée sur l'élimination de la menace. Ce n'était pas un combat chevaleresque. C'était une bataille menée avec une clarté existentielle. Lorsque les combats prirent fin, le champ autour de 10 RDA était jonché d'équipements brisés et de corps. L'armure qui avait autrefois incarné l'autorité gisait abandonnée dans l'herbe. Le silence qui suivit n'était pas un soulagement, mais une prise de conscience. Une armée qui s'était mise en marche pour imposer son contrôle avait été effacée du paysage. L'effondrement de la force normande ne mit pas seulement un terme à une bataille. Il signala un tournant dont les conséquences dépassèrent largement cette seule journée, remodelant l'équilibre du pouvoir dans l'ouest de l'Irlande pour des générations. Dans l'immédiat après-bataille, l'ampleur de la défaite normande devint incontestable. La mort de Richard de Clair fut plus que la perte d'un commandant. Elle marqua l'extinction des ambitions de sa famille en Thomond. Avec sa chute, la seigneurie des de Clair, déjà fragilisée par des années de résistance et de surextension, s'effondra presque du jour au lendemain. Des châteaux qui projetaient autrefois la domination se retrouvèrent isolés, privés de renforts et encerclés par un territoire hostile. Les chiffres de pertes dans les batailles médiévales sont rarement précis, mais le langage des annales irlandaises contemporaines est sans équivoque. La force normande y est décrite comme « détruite », un terme réservé aux engagements où une armée cesse d'exister en tant qu'entité militaire. Chevaliers, retenus, les colons furent tués ou dispersés. L'équipement fut abandonné. Les chevaux furent capturés ou abattus. Les survivants se replièrent vers l'est, portant une nouvelle qui résonna bien au-delà du Clair. Pour les Irlandais gaéliques, la victoire fut immédiate et concrète. Les terres des ODEA furent sécurisées. La pression normande recula. Les rois O'Brien du Thomond consolidèrent leur contrôle sur un territoire disputé depuis des décennies. 10 ODEA devint plus qu'un champ de bataille. Il devint la preuve que l'expansion normande n'était ni inévitable ni irréversible. En une période marquée par la famine, la maladie et l'incertitude politique, cette victoire rendit confiance dans le leadership indigène et dans ses méthodes. La réaction normande fut remarquablement mesurée. Aucune contre-campagne immédiate ne suivit. Les ressources étaient rares et les priorités se situaient ailleurs, notamment dans la gestion des conséquences persistantes de l'invasion d'Édouard Bruce et des troupes dans d'autres régions de l'Irlande. La défaite de 10 ODEA imposa une réévaluation. Le Thomond ne fut plus perçu comme une frontière à soumettre par la seule force. Pour la première fois depuis des générations, l'ambition normande céda la place à un retrait stratégique. Les sources écrites anglo-normandes sont rares, mais ce silence même est révélateur. Il n'y eut ni justification solennelle ni tentative détaillée d'expliquer la défaite. Au contraire, la région s'efface des récits militaires normands. Des châteaux comme Bunratty changeraient encore de main dans les années suivantes, mais l'ère de la domination assurée des de Clair était révolue. La lance, gisant parmi les vestiges du combat, prit alors une signification nouvelle. Elle n'était plus seulement un outil de résistance, mais un marqueur de conséquence. Son efficacité avait remodelé la stratégie. Les Normands avaient appris, à un coût considérable, que l'armure et la hiérarchie ne pouvaient compenser un terrain mal connu et une détermination mal évaluée. Pourtant, l'après-bataille ne se résumait pas à une simple opposition entre victoire et défaite. Il marquait un changement plus profond dans le fonctionnement du pouvoir en Irlande médiévale, un changement qui influencerait alliances, modes de guerre et identité bien après que les corps aient été enterrés et les champs reconquis. Dans les années qui suivirent, les conséquences de 10 ODEA continuèrent de se déployer, non par des proclamations spectaculaires, mais par l'absence. L'activité militaire normande dans l'ouest de l'Irlande diminua de façon marquée. Les domaines des de Clair en Thomond furent, de fait, abandonnés, leurs revendications devenant inapplicables sans une force permanente. Ce qui avait été conçu comme une extension durable de l'autorité féodale se replia vers les seigneuries orientales plus sûres. La frontière n'avança plus pendant des générations. Pour les Irlandais gaéliques, la victoire renforça une renaissance déjà amorcée.
La dynastie des O'Brien se réaffirma comme la puissance dominante, le Thomond, gouvernant largement selon le droit et les usages traditionnels. Les méthodes militaires gaéliques longtemps jugées inférieures furent validées par le résultat plutôt que par la théorie. Mobilité, coordination et connaissance intime du terrain se révélèrent décisives face au modèle de guerre importé. 10R-ODEA entra dans les annales non comme une anomalie, mais comme une confirmation. Ce basculement eut un poids psychologique considérable. Le pouvoir médiéval reposait autant sur la perception que sur la force. Les Normands avaient longtemps cultivé une image d'inéluctabilité. Leur défaite brisa localement cette image. Des clans jusque-là prudents ou divisés virent la preuve que la résistance pouvait réussir. Si l'autorité normande demeurait solide ailleurs, sa portée n'était plus considérée comme illimitée. Les annales irlandaises ont conservé la mémoire de la bataille avec une grande clarté. Elles consignent la mort de Richard de Clare comme un tournant, un moment où le pouvoir étranger s'était étendu au-delà de ses limites et avait été contenu. Ces récits ne sont pas neutres, ils sont écrits depuis une culture attachée à la continuité et à la survie. Pourtant, leur cohérence d'une source à l'autre souligne l'ampleur de l'événement. 10R-ODEA fut retenu parce qu'il modifia concrètement les conditions du pouvoir. La lance, récurrente tout au long du récit, acquiert ici une valeur symbolique rétrospective. Elle représente un système qui privilégiait l'adaptation plutôt que la rigidité, la communauté plutôt que la hiérarchie. Ce ne fut ni une technologie avancée ni des effectifs écrasants qui assurèrent l'issue, mais l'alignement entre méthode et environnement. Les Normands apportèrent ce qui avait fonctionné ailleurs. Les Irlandais utilisèrent ce qui fonctionnait ici. Avec le temps, les champs furent replantés et les traces matérielles de la bataille s'effacèrent. Mais la leçon stratégique demeura. Un contrôle imposé sans compréhension pouvait être défait. Une autorité dépourvue de légitimité locale pouvait s'effondrer brutalement. 10R-ODEA ne mit pas fin à la présence normande en Irlande, mais elle la limita de manière décisive, traçant une ligne invisible au-delà de laquelle l'expansion ne serait plus aisée. À mesure que la mémoire de la bataille s'inscrivait dans l'histoire, elle devint moins le récit d'un affrontement que la révélation d'une vérité, une vérité appelée à résonner bien au-delà de l'Irlande médiévale. Partout, le pouvoir se heurte à une terre et à des peuples qui ne parvient pas à pleinement connaître. 10R-ODEA perdure non parce qu'elle fut la plus grande bataille de son époque, ni parce qu'elle introduisit de nouvelles armes ou tactiques, mais parce qu'elle mit à nu une vérité fondamentale sur le pouvoir. Sur ce sol humide de 1318, la supériorité ne fut pas éprouvée par l'armure ou la lignée, mais par la compréhension. Les Normands arrivèrent avec un système qui avait conquis de vastes territoires, convaincus que sa logique s'appliquerait partout. Pendant des générations, ce fut souvent le cas, mais les systèmes, comme les armées, ne sont solides que dans la mesure où ils savent s'adapter. Les guerriers irlandais rassemblés près de l'ancienne église de Pierre ne combattaient pas pour étendre des frontières ou assurer des titres. Ils combattaient pour demeurer. Leur méthode reflétait cette finalité sobre, coordonnée, façonnée par la terre sous leurs pieds. La lance, simple et banale prise isolément, devint le symbole de cet alignement. Elle fut efficace non parce qu'elle était exceptionnelle, mais parce qu'elle appartenait à son environnement et aux hommes qui la maniaient. Pour les Normands, 10R-ODEA marqua l'instant où l'inévitabilité se fissura. L'autorité pouvait être revendiquée sur le parchemin, mais elle devait être soutenue dans le réel. La perte du Thomond révéla les limites de la conquête lorsque le pouvoir devance la compréhension. Au fil des siècles suivants, la leçon se répéterait sous d'autres formes, sur d'autres terres, sous d'autres bannières. L'histoire se souvient souvent des empires pour leur ascension, mais leurs frontières sont définies par l'endroit où ils s'arrêtent. À 10R-ODEA, l'expansion fut arrêtée non par une grande révolte, mais par une coordination silencieuse et une détermination collective. Les champs retrouvèrent le silence, mais le sens de ce qui s'y était joué demeura. En ce sens, la bataille parle à travers le temps. Elle nous rappelle que la liberté n'est pas toujours proclamée. Parfois, elle est défendue, patiemment et collectivement, jusqu'à ce que la certitude elle-même cède.